classique. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être bien que tu viennes nous parler un peu de tes expériences, tes expérimentations, et puis aussi ce que Bellastock, depuis quelques années, se sont fixés aussi certains objets, de construire avec le bio et géosourcé, bien sûr, de parler de travail à la main, donc aussi l'intelligence de échelle 1, et récemment aussi sur le réemploi. Et je pense que c'est assez intéressant de pouvoir t'entendre un peu tes idées là-dessus. Pour info, donc lundi, et ça va être un peu spécial parce que je me suis aperçu que Gilles Ebersold va nous honorer à parler de son travail, ce qu'il ne fait pas souvent. Et vous pouvez regarder en ligne, il n'y a pas de conférence enregistrée de Gilles Ebersold. Et mardi, c'est son dernier jour à l'école. Et donc, du coup, il va en retraite. Et puis, je me suis rendu compte de ce lapsus, en fait, qu'il n'y a personne qui l'a jamais enregistré. Donc, je pense que c'est important. Si tout le monde peut être là, c'est un beau cadeau aussi pour lui, pour son travail ici à l'école. Ouais? OK, à toi, la scène. Merci. Merci classe pour l'accueil. Merci le public pour l'accueil en fanfare. Je suis content de pouvoir venir parler ici. C'est vrai que ça fait pas très longtemps que je suis titulaire à Clermont-Ferrand, mais très vite on se rend compte en regardant, en faisant ce genre de présentation, en regardant derrière, qu'on vieillit assez vite parce qu'on raconte pas les choses. On m'a mis un coup de vieux, mais je vais essayer de me projeter, que vous puissiez vous projeter dans ces expériences-là. Du coup, à l'invitation de classe, j'ai essayé de voir. Donc, il y avait moi, ce qui a un peu jalonné mon parcours, c'était justement ce rapport à la matière, à l'expérimentation, et, euh, et comment il interagit avec l'architecture et puis la pédagogie liée à l'architecture. Donc, j'ai fait une présentation comment s'intéresser à la matière peut amener à requérir les pratiques de l'architecture et d'autre part, comment s'intéresser à la matière peut amener aussi à re-questionner la manière d'apprendre l'architecture. Après, pas uniquement l'architecture, mais bon, là aussi, on va parler de ça. Et puis, je trouvais que ça résonnait pas mal ah, ça résonnait pas mal, en fait, avec ce qui s'est dit dans les écoles l'année dernière pendant le mouvement INSA en lutte sur la nécessité d'expérimenter, qui en fait était une demande qui existait déjà. Justement, c'est ce qui a motivé la création de Bellastock en 2006 déjà. Donc, je trouvais ça intéressant, d'une part, de se poser la question pourquoi encore aujourd'hui on a cette demande-là et est-ce que pour autant il ne s'est rien passé depuis. Ouais, non, je vais commencer par des choses que je peux dire sans forcément rejeter, mais peut-être si on n'est pas connecté, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème, parce que du coup, je vais repartager l'écran. Il va y avoir des pubs pendant les pauses. Ouais. Le festival Bellastock cette année sera organisé en septembre en raison des Jeux Olympiques. Exceptionnellement, il ne sera pas organisé en juillet. Guillaume, c'est du 13 au 15, 12 au 15 septembre, à Épinay-sur-Seine, sur le lieu légal qui est géré par Souk Machine. Il traitera de l'emploi. J'en dirai plus à la fin de la présentation. Ah, votre école est partenaire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Votre école depuis longtemps. Votre école a un long actif au sein du Bellastock avec des présences d'étudiants chaque. On sait que Versailles, c'est représenté. Il y a eu un bon coup de aussi avec N+, et on a collaboré sur le festival. Je ne sais pas si. Question? Voilà.
Tu as le réseau. Oui, oui, mais tu as le réseau. Tout en même temps, hein, c'est des problèmes d'ARR, donc c'est des problèmes de connexion. Ouais, mais déjà ici, tu ne te connectes pas. Ouais, puis le téléphone, c'est toujours un peu. Alors, c'est ça. Ouais. Moi, je passe de 5G. Ouais. Il a. Pas simple. Ok. Ouais. On a le même problème. Là, ils peuvent se mettre sur des universités. Hein. Les deux, ouais, ils n'ont pas suffisamment d'accès de point de vue. En fait. Ouais, dans le façon, je l'ai mentionné, mais parce qu'encore, donc personne ne se connecte à Internet ici, hein, comme ça, parce que c'est va me planter à chaque fois. Non, le Wi-Fi ne marche pas, donc du coup. Même les téléphones mode avion. Oui, les téléphones mode avion, hein. Et... Bien, on va concentrer. Ouais, ok, c'est reparti, je pense, j'espère. Je disais donc, vous m'entendez ou pas? Oui, ça, parce que moi je m'entends pas trop. Donc je disais, on reprend, je suis là. Désolé pour cette interlude. Voilà, donc la présentation, deux parties. Une partie, comment en tout cas le fait de s'intéresser à la matière peut faire évoluer la pratique de l'architecture et également deuxième partie, donc on peut faire évoluer les questions de pédagogie en architecture. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Quentin. Je suis architecte. Je suis rentré à l'école de Grenoble en 2004, diplômé en 2009. J'ai commencé à enseigner en 2010 à la sortie de mon diplôme. J'ai passé le DSAR au sein du labo Cratère, INSAC toujours en 2012. Je suis arrivé à Bellastock en 2017 et j'ai été titularisé donc maître de conférence à Clermont-Ferrand en 2022. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire, on a pris de l'avant. Donc faire évoluer les pratiques en architecture en s'intéressant à la matière. Donc en fait, je vais prendre l'exemple de Bellastock évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'inscrit dans un mouvement, enfin, que j'appelle un mouvement un peu plus large de collectifs d'archi qui sont créés dans les années 2000, qui sont créés. Un des premiers qui est connu, c'est Exist, où ces collectifs, ils ont émané en fait une volonté justement d'interagir un peu plus avec le terrain, d'interagir avec les usagers, de pouvoir expérimenter sur site les espaces et surtout de créer de l'interdisciplinarité, de ne pas rester entre architectes, de se mélanger avec des designers, des artistes, des urbanistes, des paysagistes, etc. Donc Bellastock s'inscrivait dans cette mouvance-là. Bellastock, c'est à la base, c'est quelques étudiants qui sont en deuxième année à Belleville en 2006. Et ils trouvent qu'à l'école, on justement, comme ce qui a pu être dit l'année dernière pendant le mouvement ça en lutte, qu'ils apprennent beaucoup à dessiner, des choses assez théoriques, et qu'ils
ils sont pas très confrontés à la réalité du monde et à la matière. Et donc, ils décident d'organiser un festival d'architecture qui consiste à concevoir, construire et habiter une ville éphémère pendant 4 jours sur un terrain donné avec une ressource donnée. Donc, au départ, voilà, c'est ce qui montre un peu les différentes données du festival. C'est un terrain, le matériel qu'ils ont pu trouver, qu'ils pensaient pertinent pour réussir à construire quelque chose. Donc, on est dans vraiment les premières années avec le cliché de la palette, hein, qu'on retrouve maintenant chez Leroy Merlin comme meuble pour faire des bancs dans son jardin. Donc, de la palette, des tasseaux de bois, beaucoup de gens et un terrain. Donc, au début, c'est rudimentaire. Et puis, donc, c'est uniquement l'idée de partir quelques jours, faire ça, pouvoir faire la fête dedans. C'est un festival à destination des étudiantes et étudiants en architecture, plutôt d'Île-de-France au tout départ. Voilà, il faut bien se dire qu'on en là, je pense que c'est déjà 2017, 2008, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, ce festival se décline, développe au fil des années parce qu'ils se rendent compte que ça rassemble au début quelques centaines et puis à la fin 500 jusqu'à 1000 participantes et participants. Et chaque année, en fait, il y a l'idée de choisir une thématique. Donc là, par exemple, c'était la thématique d'habiter sur l'eau. Et donc, le festival se structure avec, en amont de la partie, un cycle de conférences, des spécialistes du sujet pour avoir un plutôt théorique, donc plutôt donc une série de temps organisée à l'ENSA Paris-Belleville, qui était donc là où se trouvaient les locaux de la structure jusqu'à il y a peu encore. Et ensuite de proposer cette ville éphémère, où très vite ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi besoin de la donner à voir, parce qu'ils se sont rendus compte que ce travail collectif avec énormément de personnes générait des formes peut-être jamais vues quasiment dans ce type de contexte. Et donc, le festival se structure et s'organise du jeudi au dimanche avec jeudi, vendredi, construction de la ville éphémère. Le samedi, une ouverture au public avec une programmation culturelle, des concerts, des visites de la médiation. Et puis le dimanche, une attention portée au démontage de cette ville, au reconditionnement des matériaux pour les remettre en circulation. Donc ça, par exemple, c'était en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Là, en 2018, à Évry-Courcouronnes, c'était SimCity, donc c'était une ville dans les arbres, et pour le coup, c'était justement Gilles Berzold qui était parrain du festival, en lien avec le projet de Rado Dessine, qui peut-être vous présentera, je ne sais pas, lundi, a priori. En 2019, Melting Boat, donc une ville éphémère en botte de paille. Et donc voilà, ça c'est les temps de conférence le samedi, là, en 2017, sur la ville des Terres, avec Patrice Doat, cofondateur du Cratère, Patrick Bouchin, et puis d'autres personnes, le maire de l'île Saint-Denis. Il y a aussi une forte relation, aussi, une prise de conscience que ça fait réagir aussi les habitants du territoire sur lequel ils s'implantent, et donc aussi la notion un peu d'urbanisme transitoire dans un temps grande échelle. Occuper un site, va montrer aussi les capacités en termes de spatialité et de matérialité. Ça, c'est la version, donc c'est les concerts et festifs, donc des toutes dernières éditions. Ça, c'était la dernière. Voilà, là, on a un résumé rapide. Donc, il manque les premières années, mais donc en 2012, le grand détournement sur la question du remploi. En 2013, le festival sur le greenwashing, s'appelle greenwashing, et était plutôt habiter la forêt. Waterworld en 2014 sur l'eau, donc ça va, je ne m'étais pas trompé. Playmobil, la ville mobile, donc c'était une itinérance avec deux festivals, puis une transhumance au milieu. 2016, c'était les 10 ans, donc Superstock, donc là c'était à Pantin, c'était plutôt dédié justement à l'occupation temporaire, un format un peu spécial qui a plus longtemps. La ville des Terres, donc la ville en terre crue, avec un partenariat avec le laboratoire Cratère justement à l'époque. SimCity, donc là c'est l'arrivée du premier festival à Évry-Courcouronnes, où on est resté jusqu'à l'année dernière. Melting Boat, comme vous avez pu voir, 2020, 2020 c'est le Covid. En fait, il y a eu un petit workshop, en gros ce qu'on était un peu autorisé à faire. Et en 2021, 2022, 2023, il y a eu un triptyque de festival à Évry-Courcouronnes sur un même site qui avait pour objectif de préfigurer un lieu. En fait, il y avait une prise de conscience à ce moment-là que le festival avait cette capacité aussi de montrer des capacités sans
se dire, bon, bah, on va en faire un lieu pour apprendre. On écrit un programme, on le construit. On s'est dit, bah, on va profiter du festival pour l'occuper pendant 3 ans et se rendre compte un peu de ce qui est possible plutôt que d'avoir une approche descendante, peut-être l'approche classique des architectes, en disant, bon, il y a un programme et puis on conçoit quelque chose qui va marcher, puis on espère que ça va marcher. Et donc, en fait, ces festivals, au fil des années, ils fabriquent différentes expertises. Donc, la structure Bellastock, elle se crée au début, c'est le Bellasso qui existe déjà, hein, qui est créé en 2006. C'est une alternative à un BDE qui était là avant, pour porter les premiers festivals. En 2010, il y a une asso dédiée Bellastock qui se crée. Et à partir de ce moment-là, ça permet aussi d'avoir une structure dédiée qui porte le festival, mais qui porte aussi d'autres pratiques et d'autres expertises, d'autres missions. Et la structure, ensuite, s'est transformée en 2019 en coopérative au moment où on se professionnalise. Mais j'y reviendrai. Donc 2012, en fait, là, on est à l'île Saint-Denis actuellement. Donc là, c'était là où se trouvaient les entrepôts du printemps. Aujourd'hui, c'est là où se trouve le village olympique, qui vient d'être livré. Donc, le premier, la question des déchets, qui s'appelait le grand détournement, en référence au le grand détournement, et puis au détournement d'usage, en fait, où l'objectif, c'est de faire une ville éphémère en tapant dans des bennes à ordures. Ce n'était pas forcément l'édition la plus esthétique, et c'est celle qui a mené en parallèle. Donc, c'est la première année où il y a eu l'idée en fait, d'adosser le festival à un programme de recherche, et là, il y a eu une réponse appel à projet auprès de l'ADEME pour proposer de mettre en place une méthode pour accompagner la déconstruction sélective de matériaux au moment d'une démolition. Et donc là, on a une personne de Bellastock à l'époque qui travaille sur cette méthode et donc là, qui accompagne la déconstruction des entrepôts du printemps. Suite à ça, s'en est suivi, donc ça faisait partie du projet, l'idée de créer un lieu manifeste du réemploi situé à l'emplacement de feu l'entrepôt, qui s'appelait ACLAB, qui se composait d'une base vie. Après, donc, des ateliers pour pouvoir expérimenter autour du réemploi, que ce soit pour des projets, mais aussi avec des habitants dans le cadre d'ateliers de sensibilisation. Une partie paysagère avec un jardin fait avec des aménagements paysagers en pierre sèche qui sont en fait des gravats de béton. Ça, c'est la base vie. Encore la base vie, les ateliers, bon, ça revient un peu. Et bah, l'idée, donc, c'est qu'en fait, tout ça, par exemple, la base vie était construite à 80% de l'emploi à l'époque. Et un dernier élément de la classe, c'est une zone de stockage pour pouvoir accueillir des matériaux, pouvoir les trier, les stocker, les préparer pour être capable de les remployer plutôt dans un but expérimental sur site à ce moment-là. Et donc de là, en fait, se crée l'expertise que porte Bellastock aujourd'hui sur le remploi, sur laquelle elle a décidé de se concentrer un peu plus, avec voilà, la mise en place d'une méthode, la définition d'étapes, donc les filières, donc les étapes de construction, de vie du bâtiment. À la fin de vie du bâtiment, l'idée de réaliser un diagnostic ressources. Donc, on vient venir en amont de la démolition. On vient regarder un peu les matériaux, comment elles se composent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces matériaux? En fonction de ce qu'on pense qu'ils pourraient faire, comment on demande aux démolisseurs de les collecter d'une certaine manière pour en faire quelque chose? Comment on les prépare, ces matériaux, pour qu'ils puissent être réemployables, avec du coup un travail on est obligé un peu de se projeter, de se dire, bon, ben, ça pourrait être employé de telle ou telle manière. On se rend compte aussi qu'il y a toute une logique, une nécessité de stockage et d'expertise sur ces matériaux pour être capable de dire comment est-ce qu'on peut et comment on va les employer. Et ensuite, l'objectif, c'est de passer dans une phase de construction. On vient réintégrer ces méthodes de construction, ces méthodes d'emploi dans la construction. Donc, la première phase de travail de cette expertise, c'est justement cette phase de diagnostic. Donc, en gros, c'est faire une recherche historique documentaire sur le bâtiment et toutes les infos qui peuvent déjà exister. Faire un diagnostic sur site, donc relever sur site un peu tout ce qui est à faire. Ensuite, produire des fiches qui caractérisent tout ce qu'on a relevé de réemployable, avec avec plein d'informations et de caractéristiques qui permettent ensuite de travailler sur un potentiel réemploi.
voilà, en fait, tout ça, c'est pour dire que en partant de la logique du festival, qui est quelque chose d'assez empirique au départ, ils en sont venus à creuser un peu chaque étape pour partir de quelque chose qu'on démonte et pour voir comment ça arrive dans un bâtiment. Et ils se rendent compte qu'en fait, il y a plein d'étapes qui demandent de re-questionner énormément de choses, et dans le processus de projet, mais aussi dans toute la chaîne d'acteurs et d'actrices de la construction et de l'aménagement. Donc la collecte et la préparation, donc c'est comment on démonte avec soin et comment on transforme ce matériau pour faire quelque chose. Là, on a l'exemple du béton qui devient un opus incertum pour faire un cheminement en fait en bloc de béton. La question du stockage, on se rend compte que si on récolte des matériaux, qu'on les prépare et qu'on doit les réutiliser, il faut être capable de les mettre quelque part. Notamment, donc, le Bellastock s'est créé à Paris, donc le manque de foncier en Ile-de-France pose question justement pour cette question du remploi, parce que en fait, on ne peut pas forcément toujours démonter un matériau sur place et le remployer tout de suite. Vous avez vu, ça demande. Vous êtes concepteur et conceptrice, vous doutez bien que s'il y a 3 bouts de cailloux à gauche et 2 bâtons à droite, vous ne saurez pas facilement produire une architecture avec ça. Donc, il y a une nécessité de marquer un temps de pause en quantité suffisante que des concepteurs et conceptrices puissent se les approprier pour les intégrer à une conception. Donc, ça amène aussi à la logique d'être capable de connaître son territoire, justement pour être capable de faire circuler cette matière, que ce soit au sein du bâtiment d'origine, soit créer des synergies entre chantiers en disant bah, ce matériau-là, il sera prêt à tel moment, et ça tombe bien parce qu'il y a un chantier avec un besoin dans cette échelle-là qui se situe pas très loin et qui lui commence un peu plus tard. Et donc pour ça, ça demande d'avoir une approche qui devient territoriale. On change d'échelle. Il y a la question en conception, comme je le disais, aujourd'hui, on a plutôt une logique. Encore aujourd'hui, on dessine un projet, on avance dans les phases APS, APD, Pro, et puis on se pose la question de la fourniture. À ce moment-là, le projet est quand même bien verrouillé, il est quand même bien avancé. Et en fait, le réemploi, c'est une ressource qui est un peu incertaine. Elle arrive en quantité variable. Donc, si on veut pouvoir maximiser les potentiels de remploi, il faut se remettre en question sur la manière de concevoir et être capable de proposer des projets. On laisse en suspens certains sujets. Donc évidemment, ça pose plein de questions, comment on échange avec les bureaux d'études, structures, bureaux de contrôle, etc., pour dire bah, on va faire le projet un peu autrement pour être capable de faire ce réemploi. Là, on a un exemple d'une chambre qui était à Bondy. C'est un projet sur lequel on a fait l'étude et qui a été modifié par un général métal là, et qui a été intégré donc, dans la maison des canaux, vous devez connaître, pour le bassin de la Villette, projet réalisé par Grand 8, la Racine. Anticiper le futur, bon là je trouve une ref un peu pressante, mais l'idée c'est plutôt de dire aussi comment dans notre conception on choisit des modes d'assemblage, bon ça doit déjà vous parler, hein, qui anticipe le fait que si un jour on n'a plus besoin de cet ouvrage ou que pour une autre, pour faciliter le montage de ça pour anticiper variable dans un futur. Donc là, c'est de choisir un type de mortier qui soit facile à démonter et pas un mortier qui oblige à tout casser et du coup à altérer les briques et qu'on puisse pas les réutiliser. Voilà, donc là c'est un peu aussi ça chamboule tellement la liste, la chaîne de valeur et tous les acteurs, actrices à qui on travaille, des maîtrises d'ouvrage, des décideurs, des aménageurs, aux entreprises, qu'en fait ça pose la question d'être capable d'argumenter ça aussi. Nous on a commencé à faire l'expertise sur l'emploi en 2012, mais on commence à peine à rentrer dans les lois, et demander à avoir un diagnostic obligatoire, etc. Donc avant, nous, la commande qu'on avait, c'était essentiellement des gens qui avaient envie de le faire et qui nous croyaient, mais alors qu'il n'y avait aucune demande. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une grande nécessité de devoir argumenter et expliquer la nécessité de faire du réemploi avec des enjeux qui sont environnementaux, économiques, mais aussi sociaux et culturels. Voilà, et puis donc sur la question de la transformation, ça me permet aussi de tisser des liens peut-être plus étroits entre une maîtrise d'œuvre et l'artisanat. Jusqu'à présent, le lien il se fait plutôt au moment du chantier,
au moment des plans de fabrication. Et donc là, la question de la transformation pose la question d'échanger avec un artisan un peu plus tôt sur on a un gisement, on voudrait le réemployer, et l'artisan doit dire de justice dans le 20e à Paris, où en fait, c'est une pose de porte palière, en fait, c'est des vieilles portes, elles sont toutes en chine. Et en gros, voilà, le menuisier dit moi, une porte, c'est facile, à déligner, la poncer. Et donc, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est du chêne qui a 20 ans, je pense, et qui vient de ces portes-là au départ. Et donc, c'est des choses qui paraissent assez évidentes quand on passe d'un truc à l'autre, mais des fois, en tant qu'architecte, on n'a pas une connaissance sur la matière, ou quand on voit quelque chose qui a déjà servi, on n'est pas forcément conscient que c'est, on n'est pas forcément conscient de comment on peut l'employer et des métiers nécessaires, de ce que savent faire les métiers déjà. C'est pas nouveau, quoi, l'emploi. Souvent, en fait, la plupart du temps, les artisans savent déjà vous aider sur ces sujets-là, mais il faut être capable d'aller les chercher et de leur poser les bonnes questions et de se comprendre. Et puis, donc, la question d'habiter le changement aussi qui a été développée, c'est de se rendre compte que peut-être un des freins à tout ça, c'est aussi la question du chantier fermé. Alors ça, c'est des sujets qui sont beaucoup portés aussi par Patrick Bouchin, Sophie Ricciard et d'autres, autour des notions de permanence, etc. De donner à voir le chantier en fait comme démonstrateur de comment on doit faire évoluer les pratiques. Et donc ça fait partie de ces notions peut-être socio-culturelles liées au emploi qu'on a souhaité porter. Aujourd'hui, il y a donc voilà, pour finir, donc le projet Améliné, je crois que c'est dernière notion, les enjeux de cette expertise du remploi qui s'est développée au départ sur la base d'un simple festival. La question de mettre en scène cette matière, et donc là, en fait, c'est des blocs de pierre issus des constructions de bâtiments d'une caserne militaire, comme il y en avait un peu partout dans les centres-villes en France il n'y a pas si longtemps. Donc là, il y a une triée, et puis après, c'est par type de bloc, par bloc, et volontairement, toutes les méthodes qui travaillent sur le quartier qui va se construire à cet endroit-là, puissent se rendre compte de la quantité, de la qualité des matériaux, que ce ne soit pas uniquement un tableau Excel avec des cubages et des photos. Cette expertise de réemploi, on se rend compte qu'elle commence avec des petites expérimentations à l'échelle du mobilier, des tournements du festival avec une benne, et on se rend compte qu'on passe à l'échelle de l'architecture, mais qu'il y a plein de choses qui font que ça devient très anecdotique. On a un petit matériau par-ci, par-là. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les questions de foncier, les questions de temps pour stocker les bonnes quantités pour employer, tout de suite montrent qu'il y a un enjeu territorial et montrent qu'en fait, il y a une notion d'économie circulaire et de métabolisme urbain, c'est-à-dire comment faire en sorte que les ressources d'un territoire puissent circuler à l'intérieur d'un territoire donné pour limiter l'arrivée de matériaux qui viennent de l'extérieur, qui viennent de trop loin, et du coup, le bilan carbone de tout ça. Et donc, cette première étude de métabolisme urbain en France qu'on avait menée pour Pleine Commune, avec Auxilial, Barre et compagnie, le phare Recovering, encore heureux, le CSTB et ALH, elle avait pour but justement de mettre en place une stratégie pour du 93, donc, pour mettre en place des lieux de stockage, définir des futurs sites qui allaient être déconstruits, anticiper la matière que ça allait générer, et avec toute une étude aussi socio-économique en fait, de quels métiers, quels emplois aussi ça peut générer là-dedans, parce qu'à partir du moment où on a une grande quantité de matière, il faut de la main-d'œuvre pour pouvoir la préparer et puis la remettre en circulation. C'était une étude qui a duré 3 ans, qui était assez lourde, mais qui était très porteuse dans notre réflexion du changement d'échelle. Si on veut porter ce réemploi, il faut trouver la bonne échelle pour qu'il ait un impact, sinon ça devient juste un truc d'architecte, d'avoir des vieux bâtiments intégrés et de jouer sur une esthétique. Et ce qui n'a pas forcément de sens parce que l'objectif environnemental n'est pas forcément atteint. Voilà, bon là c'est un aperçu de quelques documents en 4 qualités. Vous avez un planning qui était déjà assez simplifié, c'était sur un élément de communication. Et enfin, je crois que c'est plutôt celui-là, la dernière échelle. Continuer dans cette question du changement d'échelle d'action, où là, depuis 2019, on travaille sur des appels à projets européens avec Rotor, qui est spécialiste du remploi en Belgique, en Europe, un des pionniers vraiment sur cette question-là en Europe.
où donc là, le projet FCRBE, donc, qui a un peu un nom à couper au couteau, mais dont l'objectif était de faciliter la circulation des matériaux de réemploi en Europe du Nord-Est. Alors en fait, la zone géographique est définie par le financement européen lui-même, ce n'est pas une volonté complètement stratégique, même si ça reste une échelle pertinente. Donc avec 3 objectifs: accroître la visibilité du secteur du réemploi. Donc là, c'était recenser tous les revendeurs de réemploi qui existent déjà et montrer qu'ils existent. Donc ça, c'est tout ce qui est recensé sur le site opalis.eu, donc qui est un site open source, créé par Rotor avant pour la Belgique, et puis qui s'est élargi justement à l'Europe depuis ce projet européen. Favoriser l'extraction de matériaux réemployables dans des projets de déconstruction. Donc, chaque partenaire du projet qui était sur des missions d'accompagnement de réemploi travaille avec des maîtrises d'ouvrage pour leur proposer d'être une opération pilote, c'est-à-dire un projet sur lequel on va proposer d'appliquer une méthode approfondie autour du réemploi et ensuite de faire un retour sur l'expérience sur cette méthode pour construire une méthode très appuyée qu'on puisse diffuser plus largement à plus de monde pour faciliter leur emploi à plus grande échelle. Et ensuite, favoriser l'intégration de matériaux dans les projets de construction avec encore les opérations pilotes. Donc tout ça, vous l'avez compris, c'est vraiment comment une expertise qui est portée par la structure, on essaie à la fois de montrer que les matériaux sont disponibles, les savoir-faire existent, et que l'expertise doit se diffuser. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a énormément de structures qui continuent de se créer autour du réemploi, avec une logique quand même plutôt technique et logistique, comme vous l'avez vu sur les derniers sujets qu'on a pu évoquer. Et c'est justement cette question-là qu'on pose un peu cette année sur le festival, qu'on refait sur le réemploi 12 ans après, le premier festival sur l'emploi, à se dire, bon, OK, le réemploi, en fait, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est avant tout technique, logistique, et surtout qui est devenu une alternative à la fourniture de matériaux, et qui, du coup, est devenu un marché. Et où on s'est un peu éloigné aussi peut-être d'une dimension politique, philosophique et sociologique du réemploi. Et donc cette année, on posait cette question-là. On a fait une table ronde le 30 mai dernier là, au pavillon de l'Arsenal sur ce sujet-là. Voilà, et le but, nous, ce festival, on continue de l'organiser, c'est aussi parce que c'est un terrain pour permettre de se re-questionner nous-mêmes dans notre pratique. Donc aujourd'hui, rapidement, ce qui est devenu Bellastock, donc là, c'était ce que je vous disais, le festival, l'association en 2010, la coopérative, qui est une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on a des sociétaires qui sont non salariés, qui sont extérieurs. Et le but, c'est de continuer de faire évoluer la stratégie de Bellastock avec des extérieurs et de ne pas dépendre de nous-mêmes. Et là, depuis 2023, bon, on a à Marseille qui se développe. Moi, maintenant, je suis installé à Lyon et je développe plutôt la partie formation-sensibilisation. Et donc, on agit sur 4 axes. Donc, le bureau d'études remploi, qui est le gros de notre activité. Donc, c'est comment on accompagne des maîtrises d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre à faire du remploi. Conception-construction. Donc, en fait, vous l'avez vu, on a changé d'échelle avec cette expertise. Et donc, en fait, on ne touche plus trop la matière, ce qui était le point de départ de tout ça. Et on s'est dit qu'on avait besoin de retourner sur le terrain et de retoucher à cette matière-là pour continuer de ne pas être trop dans le faux ou pas être trop hors sol. Et donc, on redéveloppe depuis quelques années la conception-construction avec l'objectif de faire de la maîtrise d'œuvre, où on applique au mieux ce qu'on conseille à d'autres maîtrises d'œuvre. Études et recherches, c'est ce dans quoi s'inscrit peut-être plus les projets européens, comment on continue de faire évoluer cette réflexion et cette technique. Et puis formation-sensibilisation, c'est un pôle qu'on structure et qu'on développe, justement, c'est ça dont je suis en charge moi aujourd'hui chez Bellastock. Donc ça va d'accompagner les professionnels à se former en emploi jusqu'à intervenir dans les écoles avec des enfants sur des notions d'économie circulaire, faire des ateliers participatifs. Même le festival en fait peut être englobé là-dedans. Et l'idée de ça, c'est d'avoir différents leviers pour diffuser au mieux en fait ces pratiques-là. On se rend compte qu'il y a plein de structures qui travaillent sur la terre plus un peu la même non. Un pôle d'études qui design un pôle d'études qui maîtrise d'ouvrage à intégrer là-dessus dans leur projet et initialement pour leur activité un pôle de formation justement, diffuser au plus grand nombre ces sujets-là. Voilà, avec le festival qui fait partie de ça.
Et ça, c'est nos têtes sur la plaquette, ils m'ont coupé. J'étais un peu vexé, mais on n'en a pas voulu. Donc là, c'est un peu pour vous montrer comment de quelque chose d'assez intuitif, pas un objectif très précis, des étudiants et étudiantes au départ sont intéressés à la matière. Et petit à petit, c'est construit une expertise très poussée, très technique, peut-être trop hors sol des fois, sur le réemploi, sur la base de quelque chose qui était ultra empirique au départ. C'était un peu la première partie. Regarde si je suis bien dans les temps. Voilà, donc maintenant, j'ai plutôt parler de la partie pédagogique où comment, en s'intéressant à la matière, on peut faire évoluer aussi nos manières d'apprendre. En architecture, pour le coup. Oula, pas dans l'ordre, ça. Si, c'est bon. Donc, je suis parti, en fait, de l'exemple du cratère. Donc, moi, je vous ai montré mon parcours. En gros, j'ai commencé l'école d'architecture à Grenoble. En première année, l'enseignant de projet, c'est un des fondateurs du cratère. Et donc, c'est avec lui que j'ai enseigné ensuite pendant une dizaine d'années quand je suis sorti de diplôme. Et en fait, le cratère, au départ, je me suis rendu compte en arrivant chez Bellastock que c'était un peu la même démarche, qui s'était passée beaucoup plus tôt. Donc, ça s'est créé en 79. Donc, aujourd'hui, c'est un laboratoire dans une école qui travaille sur la question de la terre crue à l'international. Donc, c'est une bande d'enseignants-chercheurs 68 arts qui arrivent à l'école d'archi de Grenoble et qui découvrent que dans la campagne, il y a ces trucs bizarres en terre. Ils s'intéressent, ils se rendent compte que c'est de la terre crue, que c'est un savoir-faire vernaculaire. Bon, ça, j'imagine peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des enseignements là-dessus. Je ne sais pas. Je me rends pas compte. C'est une question. Ouais. Prendre ça pour un oui. Donc voilà, ils se disent, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? On est quand même à une époque où on sort de la reconstruction, où c'est le tout béton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis se rendre compte voilà, que c'est une technique constructive vernaculaire avec un matériau qui est disponible partout. Et ils en trouvent partout dans la campagne, en plus, qui est construit initialement plutôt par les fermiers qui sont sur site, et les charpentiers, parce que en fait, c'est eux qui fabriquent les coffrages pour le pied. Et de là, en fait, découle une réflexion autour de la culture constructive. Donc, ça fait une belle bande d'enseignants, chercheurs sur le toit de l'école d'archi. Là, il y a Pascal Rollet ici, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est tout jeune. Et donc, Patrice Dehatt, qui est un des fondateurs du cratère, qui est l'enseignant dont je vous parlais tout à l'heure, et un autre. Et en fait, donc à la base, ils sont dans une école d'architecture. Il faut bien se rendre compte que c'est très bizarre à l'époque, dans une école d'architecture, de s'intéresser à un matériau, de regarder comment il fonctionne en tant que matière et de voir comment on construit. Ce n'est pas quelque chose de du tout naturel et pas forcément bien reçu dans les écoles d'architecture à ce moment-là. Eux, ils décident d'analyser cette matière pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Et du coup, vraiment par l'expérimentation, en touchant cette matière. C'est là où il y a la même intention, la même démarche un peu que chez Bellastock quelques années plus tard. Donc, ils développent un laboratoire d'analyse de matière. Ils écrivent un premier guide de construire en terre sur la base de leur recherche. Et puis très vite, ils se lancent dans l'expérimentation de la construction en terre crue dans les murs de l'école. Donc là, c'est les garages de l'école. Donc, ils virent les voitures, ils prennent une partie des sous-sols, ils mettent des murs. Ils ont muré une partie du parking souterrain pour en faire le labo. Le tout à l'époque sans demander l'autorisation, c'était un peu l'ambiance, quoi. Ils trouvent une presse à BTC à l'époque, qui est plutôt. Donc en fait, tous ces enseignants, Patrice en l'occurrence, il est belge, donc il y a cette culture de la brique aussi en Belgique. Et donc le matériel aussi, si je ne dis pas de bêtises, il est produit en Belgique aussi. Et donc, en fait, il propose à ses étudiants en architecture de produire des briques à tour de bras avec cette terre du Nord-Isère pour en faire un chantier, et puis après des chantiers. Et voilà, encore une fois, peut-être que vous, aujourd'hui, vous voyez passer ces chantiers participatifs ou ces chantiers écoles, mais à ce moment-là, proposer cette approche-là dans une école d'architecture, c'est très bizarre
demander à des gens de faire des briques, de remplir des seaux avec de la terre, de les mettre dans un malaxeur planétaire pour en faire un mélange. Et en fait, dans ces brouettes, c'est un mélange de cette terre crue avec de l'eau. Donc là, ce que vous voyez, c'est des dosages. Il y a deux types de terre. Je pense qu'il y a un liant quand même. Il y a une sorte, il doit y avoir un peu de ciment ou de la chaux, je pense, et de l'eau. Ça, c'est la composition calculée qui donne un mortier de terre crue pour venir maçonner ces briques. Et donc, ils fabriquent à l'époque ce qu'on appelle la maison en 24 heures, qui est toujours présente sur le campus de Saint-Martin-d'Air à Grenoble. Et en 24 heures, comme son nom l'indique, ils fabriquent une maison qui est aussi donc une excuse pour travailler cette question de l'espace, cette question de la construction, les arcs, les voûtes, les coupoles. Et donc, en fait, toutes ces formes architecturales et constructives qu'on retrouve depuis la Rome. Vraiment d'une autre époque. Et voilà, donc ça génère une architecture particulière. Aujourd'hui, je trouve que ça commence à ressembler à ce que les jeunes agents sortent, donc c'est marrant. C'est drôle cette référence, mais c'est ce retour au vernaculaire, justement, je pense, qui ressort. Et puis il neigeait à l'époque à Grenoble, c'est un peu moins le cas maintenant. Donc là, on va parler plutôt de la partie pédagogie, mais du coup, le laboratoire Cratère, ils sont organisés autour de 4 activités, donc comprendre, qui composent la recherche, etc. Faire, donc mener des actions de terrain, donc ça fait vraiment partie de leur ADN. Le fait de partager, donc diffuser du savoir, et le fait d'enseigner. Et donc c'est un peu ces deux objets-là qu'on va regarder aujourd'hui. Et donc, Patrice Doat, qui est un des fondateurs du Cratère, qui a développé un peu tout ça avec son équipe, enseigne en première année et du coup, forcément, il fait infuser un peu cette méthode mise en place au moment du développement de cette expertise sur la Terre sur l'enseignement du projet en première année d'architecture à l'école de Grenoble. Et là, il est parti à la retraite, mais les deux enseignants ont pris le relais un peu sur la même méthode dont je faisais partie. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'exercice du lancer de l'œuf. L'idée, en fait, c'est de réussir à enseigner le projet. Il y a une logique, en fait, dans l'expérimentation et dans le chantier. C'est comme au théâtre, c'est unité de temps, de lieu et de personnes. Et l'idée, c'est de réussir à enseigner le projet dans un amphithéâtre en rendant actif le corps dans l'espace et en confrontant le corps à la matière et à l'espace. Donc là, c'est un cours en amphi classique. Et puis, tout doucement, il y a comment on fait réagir les personnes dans l'amphi avec leur corps. Ça paraît un peu foufou. Donc, je vous avoue que quand on arrive à l'école, c'est un peu bizarre quand on sort du bac. On se demandait si on était pas retourné en maternelle. Faire toutes sortes de choses bizarres. Là, on demande à un œuf de se retourner dans un verre. Et en fait, tout ça, c'est des petits exercices qui, plutôt que de rentrer tout de suite dans une culture architecturale à laquelle on n'est pas forcément familier, plutôt de commencer par enseigner la question de l'inventivité, de la réflexion et des logiques aussi de structure autour de tout ça, et à chaque fois la question de la représentation de ces principes-là. Donc là, par exemple, en fait, la solution, je vous le dis, je vais bien avoir des verres et des œufs pour vous le faire, c'est de souffler sur l'œuf, et avec la forme du verre, l'œuf il saute et il se retourne. Et en fait, l'idée à chaque fois, c'est de faire une planche. Donc, il dit, bah, on a fait retourner l'œuf, maintenant, faites plan coupe élévation de l'œuf qui se retourne. Et l'idée, c'était de rentrer dans cette logique d'apprentissage par des gestes qui sont familiers pour qu'au moment de la représentation, on ne soit pas dans quelque chose de codifié qu'on répète un peu bêtement parce qu'on nous l'apprend. Et puis, petit à petit, de l'appliquer progressivement à la micro-architecture, puis à l'architecture, en comprenant l'enjeu de cette représentation. Donc, il y a différents exercices, comme je vous disais, voilà, on est en amphi. Donc là, il y a un exercice qu'on peut retrouver dans d'autres écoles maintenant, je trouve. C'est quelques-uns d'habiter la vie. Ensuite, voilà, plan coupe élévation de la vie habitée. Donc, là où je suis pas très bon, c'est que j'ai pas réussi à vous mettre des planches qui ressortaient de ces exercices-là, mais
Ça donne des planches très, très intéressantes. Je passe vite parce qu'il y a vraiment beaucoup d'images. Donc là, c'était une année où on avait Wang Shu qui était invité, donc il y avait ses équipes qui étaient là et qui participaient à l'enseignement comme des étudiants. On a déguisé Wang Shu, c'était bon. Et donc, cet exercice de la vendée de l'œuf, c'est de dire on vous donne un œuf, on lance du toit de l'école, il ne faut pas qu'il se casse. C'est la seule règle. Et donc on fait des tests, on casse des œufs. L'idée, c'est d'optimiser un système en répondant à un programme qui est celui de ne pas casser l'œuf. Donc, c'est par ralentir la chute de l'œuf, amortir la réception, les deux, et puis avec une recherche formelle d'optimisation structurelle. Et à la fin, plan coupe élévation de l'œuf. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça, c'est une série d'exercices très rapides qui durent une journée en fait, qui est logé d'un intensif au départ pendant 2 semaines au début de la première année. On faisait une semaine à l'école avec un exercice par jour et ça ne nous laisse pas trop le temps de souffler pour se poser trop de questions. Il fallait juste faire et répondre à l'exercice. Et ça fait aussi partie de la pédagogie, donc l'unité de temps qu'on choisit en fait pour organiser ça. Quel lieu, quel temps et puis à combien. Et l'enjeu, c'est aussi d'être capable de faire ça avec 150 personnes. Et donc la deuxième semaine se déroule aux Grands Ateliers. Je pense que vous devez connaître ce lieu. Donc il se situe entre Lyon et Grenoble, plutôt près de Lyon. Donc a été conçu il y a une vingtaine d'années, un peu plus, bientôt 30, je pense, justement pour accueillir l'expérimentation à l'échelle 1 et ce type de pédagogie. Donc ce lieu, il faut savoir qu'il est issu aussi de toutes ces réflexions issues du cratère, indirectement, de cette volonté, donc par toute une équipe pédagogique à Grenoble et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir un lieu pour pouvoir optimiser cet enseignement-là par le faire. Ça, c'est les photos à la livraison. Aujourd'hui, c'est un peu changé. Donc, vous voyez les premiers exercices, donc là, c'est même avec des enfants. D'expérimentation avec des briques de terre cuite, d'espace et de construction, de calpinage de briques. On revient un peu à cette logique. Et donc ça, c'est l'enseignement de première année, donc un peu plus récent. On fait perdurer ces enseignements de rapport, donc c'est toujours à la rentrée de première année, de rapport entre le corps, l'espace et la matière. D'abord, on expérimente la halle, on prend conscience de l'espace avec son corps. Et puis, chaque personne a un bois qui fait 1 mètre. Donc, c'est aussi le fait d'expérimenter les unités de mesure et commencer à entraîner l'œil et le corps à prendre conscience des distances et des espaces. Donc, ça donne lieu à des images assez chorégraphiques. Et puis après, on commence une phase un peu plus de chantier où là, on propose de construire une forme qui est déjà définie, qui est inspirée d'architecture en Uruguay, avec des murs en dévers, en mortier. Et pour donner conscience, en fait, de pourquoi une brique fait cette taille-là, pour que l'humain puisse la porter dans la main, combien elle pèse, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec, et quel temps ça prend. Et donc, on se rend compte que pour fabriquer des ouvrages comme ça, il faut environ 1 heure. Et donc, c'est hyper important de prendre conscience petit à petit de ça quand on est architecte, du temps que prennent les choses, de l'énergie que prennent les choses, et avec quoi on les fait. Question de la ressource, en fait, au sens large. Voilà. C'est le moment de joie commandé par le photographe, avec toujours un moment où, quand on leur dit de jeter les casques, ils le font, alors que c'est hyper dangereux. C'est drôle. Voilà, et puis ça, c'est un autre plan qui amène aussi d'autres logiques. On en profite pour faire passer des débuts de notions structurelles, mais on est toujours dans le cadre de l'enseignement du projet. Voilà, donc après, je passe un peu plus vite là-dessus. Donc, il y a vraiment 1 milliard de choses à faire, c'est briques pour se rendre compte, pour expérimenter cet espace et cette matière. Avec des moments importants, toujours dans cette question de la pédagogie, d'être capable de faire des retours sur ce qui a été fait, sur ce qui a été produit, d'observer, de représenter. Et donc là, on passe sur un exercice de construction plus habité, on va dire, avec le travail qui jalonne toute la première année, c'est la question de la masse et de l'ossature, de deux archétypes parmi
soit possible. Donc là, on est sur l'archétype de l'ossature, avec la fabrication d'une ossature. Donc voilà, c'est les premières années qui débarquent, on leur fait fabriquer une ossature. Donc on a un enseignant charpentier qui leur explique les logiques de contreventement, les triangles, etc. Et par ailleurs, on vient fabriquer des blocs en briques en expérimentant différents calpinages, différentes modées nature qui sont au préalable en fait expérimentés par terre, validés, et puis ensuite ça part et on fait la consigne, c'est qu'ils ont tous le même carré et puis de proposer des choses différentes. Là, il n'y a rien. Donc, des choses. Ensuite, en fait, ces ossatures sont posées sur ces briques-là et génèrent un seul et même bâtiment. Et les images qui manquent, c'est le moment où là, il y a un prof plutôt du champ ATR qui vient faire un travail de représentation, de relevé sur ce qui a été réalisé et de retour un peu la même chose que sur les tout petits objets qu'au départ, c'est comment on fait plan couper l'élévation, ce qu'on vient de réaliser, avec une grande liberté sur les sujets qu'on aborde par le dessin. Voilà, après l'évolution de cette pédagogie par le faire en master, je sais pas ce qui s'est passé. Donc en master, donc il y a un master AECC où là on passe plutôt justement vraiment à la question d'une petite conception qu'on vient réaliser aux grands ateliers. Là c'est un des exemples où en fait, je ne sais pas si vous êtes déjà allé aujourd'hui, là à l'entrée il y a le laboratoire Amaco qui est dans des murs en pisé. Et donc avant d'être ce labo, c'était d'abord une cuisine d'été en pisé, on a repris les murs, on a monté le projet, mais là l'idée c'était de faire concevoir un petit objet, donc on rentre dans la logique de design build. Et puis on vient faire réaliser cet ouvrage par les étudiants en pisé, encadrés par des entreprises qui savent faire. C'est dedans ça. Voir si c'est moi. Je vais demander de réparer le. Il faut que je le recopie encore une fois. Ouais. Ouais, non, je pense. Ah, ça, je ne sais pas bien copier, tu crois. Ouais, je pense. Bon, voilà, en fait, quand on le prépare, il y a différentes parties, justement. Cette idée, en gros, d'enseigner par le faire, donc qui n'est pas né au cratère, hein, c'est juste c'est une intuition et puis c'est documenté, il y a d'autres personnes qui font ça. Et comment ça a été développé, en tout cas, d'abord autour d'une logique de culture constructive dans un contexte très, très précis de la construction terre crue, et comment, par cette pratique, on en crée une pédagogie qu'on pense pouvoir appliquer à d'autres contextes. Et donc, ça va jusqu'à justement enseigner le projet dans un amphithéâtre, de ne pas forcément enseigner le projet en faisant du projet tout de suite, de peut-être aussi en fait à une disciplinarité du dessin, mais aussi de la technique, très tôt en première année, mais sans être dans des calculs de structure, dans une approche technique, mais à la hauteur de ce qu'un public de première année peut intégrer, et puis du coup rentrer peut-être plus progressivement dans des sujets qui peuvent être un peu brutaux des fois. Quand on a fait une filière qui n'est pas forcément scientifique et qu'on nous demande de faire un calcul, c'est un peu raide des fois. Donc il y avait cette idée-là, et toujours de confronter ça en fait à la réalité, au réel, et de se rendre compte aussi que tout ce qu'on projette, soit dans le dessin ou dans le calcul, confronter à l'expérimentation pour se rendre compte de la réalité de tout ça, quoi. Et donc c'est en licence, comme on a pu le voir, là c'est en master où assez rapidement, il y a donc la même logique donc dans le DSA Terre. Je trouverai quelques images de mon passage dans le DSA Terre pour montrer un peu ce qui est demandé. Il y a différents DSA en France aujourd'hui, donc ont différentes approches pédagogiques. Le cas particulier peut-être du Solar Décathlon, qui était un peu le projet au moment où j'ai rencontré Classe justement.
Et puis à la fin, je vous spoil un peu comme ça, hein, pas trop de silence. Et puis à la fin, quelque chose de tout récent, du coup, le projet Archifolie qui a été inauguré hier, où la difficulté, c'était plutôt de dire comment on arrive à faire ça avec 20 écoles d'archi Oula. Avec 20 écoles d'architecture, alors que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément synchronisé 20 écoles d'architecture sur un même projet. C'est quelque chose, a priori, qui n'a jamais été fait d'après ce qui a été dit hier pendant les discours. Et donc, c'est de voir comment, en fait, cette pédagogie-là, que moi, je vous parle depuis Grenoble, mais qui s'est développée dans d'autres écoles, à d'autres moments, au même moment, aujourd'hui, l'école, justement, est portée par le ministère pour que ça soit généralisé. Et finalement, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de retours, en fait, vers le ministère, de demandes qui sont faites pendant un mouvement de grève. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est un point qui a été entendu. Et quand bien même, par exemple, le contexte des Jeux Olympiques est critiquable, il y a peut-être un cas de conscience pour enseignants et étudiants, de toute façon. Nous, par exemple, on a décidé de dire qu'on faisait ce prototype pour essayer d'envisager des alternatives à ce que c'est qu'une architecture d'événements légère qui participe à quelque chose de peut-être trop impactant. Dire comment on propose une architecture qui, on le sait, aura une seconde vie, qui est déjà peut-être un peu plus pérenne dans sa fabrication, dans sa conception. Ça a l'air d'être bon. Voilà, donc là, vous... Après, il y a aussi peut-être une notion que je n'ai pas mentionnée, mais la notion aussi de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Moi, je constate un peu trop souvent de la souffrance, que ce soit la charrette ou autre, dans nos études. Et, parce que on fait un métier qui n'est pas forcément toujours facile. Et donc, il y avait aussi cette notion qui faisait partie des intentions de cette pédagogie, de dire comment on rentre avec plaisir dans cette pratique. Je dis ça parce que je vois la tête de ces gens tout heureux alors qu'ils sont en train de retourner de la terre en plein cagnard. Voilà, enfin, pour essayer à prendre du plaisir à faire ça. C'est moi quand j'étais jeune. Et puis voilà, donc toute cette terre qui est préparée. Et là, l'intérêt de tout ça dans cet enseignement de master, c'est de comprendre la question de la filière, que quand vous faites un projet, ça sera en pisé, ce sera merveilleux. Bah, qu'est-ce que ça questionne en face? La terre, elle vient de quelque part, elle n'a pas la bonne teneur en eau, elle est trop mouillée, on l'étale pour la faire sécher. Une fois que c'est bon, il faut la mettre dans des seaux, puis il faut compter le nombre de seaux qu'on met dans la branche. Voilà. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on fait tout ça pour devenir artisan, c'est juste qu'au moment où vous concevez, il faut que vous puissiez avoir ça en tête pour avoir une conception qui ait du sens à une époque où on se questionne justement sur la question des ressources et de l'énergie qu'on y met. Voilà. Donc ça, c'est la cuisine d'été dont je vous parlais au départ. Et là, c'est le second chantier avec un malaxeur encore plus gros, avec toujours ces tas de terre là qui sont étalés pour avoir une teneur en eau homogène et idéale pour faire du pisé. Les gens peut-être un peu moins heureux. Je suis encore là, c'est un peu narcissique cette présentation. Et donc, vous voyez, on retrouve les murs en fait d'ailleurs qui avait été mal fait, là, on voit, du projet d'avant. Et puis, il y a un projet un peu plus poussé qui a été fait avec des études, avec des enseignants qui sont porté le projet au sein de leur agence. On vient augmenter la surface. Donc, voilà, ce semelle de fondation sur lequel qui va définir un peu l'espace de ce laboratoire. Avec des processus pour verser la terre un peu différents, optimisés, plutôt que compter les seaux, on fait des grands bacs dimensionnés pour la taille d'une banche. Comme ça, on remplit le bac et on le verse d'un coup parce qu'on avait un engin de levage. Ça pose la question des moyens aussi de ce type de pédagogie. Et voilà, à la fin, il y a ça. Donc là, entre-temps, depuis, ils ont mis un logo Amaco en enduit terre pour combler ça. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que de mémoire, il pleuvait. Et des fois, quand on part manger, on verse la terre, on la donne pas.
on revient, on s'en rend pas compte, on remet de la terre, on la dame, et en fait, ça crée un lit de terre qui est pas top. Et avec l'humidité ou la pluie, en fait, tout de suite, ça s'érode. En vrai, bon, c'est en haut du mur, mais peut-être qu'il aurait fallu le refaire. Voilà. Je passe rapidement sur un décathlon qui est un peu le sujet poussé à l'extrême. Là, c'est une compétition internationale qui dure 2 ans, qui vient des États-Unis, donc a une approche très très techno, qui arrive en Europe en 2010, et moi c'est l'objet de mon diplôme. Mais c'était encore un règlement américain, donc c'est pour ça qu'on était obligé de tapisser notre petite boîte de panneaux solaires pour une esthétique douteuse. Et ce qui était intéressant, en fait, c'était l'exigence technique faisait qu'on devait concevoir et fabriquer en 2 ans un module de 42 mètres carrés maximum, énergie positive, avec le solaire, donc avec un niveau de construction professionnel, mais qu'on a construit nous-mêmes, accompagné un petit peu par les professionnels, mais où là, on allait très très loin dans la conception technique, on va dire. Et donc, ce qui était intéressant, c'était pour le coup vraiment d'interagir avec des ingénieurs de thermie, des ingénieurs thermiques, structures, etc. Et donc, ce soir Décathlon, il y a eu lieu deux fois à Madrid, et puis en 2014, il est arrivé à Versailles, en France. Et donc, c'est là que voilà, on s'était rencontré avec classe à l'époque, autour de. Comme il y avait l'école à côté, il y avait quelques événements qui se passaient dans les murs de l'école. Je n'avais pas vu j'ai pas revu la cafette depuis 2013, donc ça fait tout bizarre. Ça n'a pas changé. Donc voilà, préfabrication. Alors oui, en fait, comme c'est à Madrid, il faut en plus que ce soit démontable, remontable. Préfabrication du volume en ossature bois, donc c'est des poutres en I isolées dans l'âme avec de la laine de bois. Ça, c'est un module en acier qui regroupait salle de bain, cuisine, puis le lit. Donc, la technique était concentrée pour réduire les réseaux, optimiser. Ce bloc, il était glissé à l'intérieur et donc c'était un principe de core skin shell, donc le noyau, la peau et la coquille, c'est à la fois la coquille qui protège parce qu'il y avait des stores du soleil et qui capte le soleil avec ses panneaux solaires. L'enveloppe était isolée à 30 cm, puis le corps, c'était le noyau technique. Et donc là, les trucs qui arrivent sur camion à Madrid, on a encore à une échelle supérieure, avec ce corps là qu'on vient glisser à l'intérieur. Et puis ce qu'il y avait en plus, c'était l'espace extérieur devant la maison. Ça faisait des objets un peu bizarres. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on était 20 pavillons qui venaient partout dans le monde. Et c'était d'observer comment les autres universités avaient fonctionné et fonctionnaient sur leur chantier. Par exemple, à côté, il y avait une université chinoise qui faisait quelque chose en bambou. Et eux, ils étaient avec des toutes petites longueurs assemblées sur place. Donc, c'est vraiment une autre méthode. Ils étaient plus pour faire plein de petits gestes. Et nous, on était moins pour faire du gros levage de bourrin à la française, quoi. Parce que culturellement, c'est intéressant aussi de constater ces choses-là et plus largement de tous les autres sujets. Voilà, donc c'est l'intérieur. Ça, c'est des panneaux terre radiants froids. Donc, on a testé ce système de créer du froid par des tuyaux d'eau dans des panneaux terre. Voilà, et puis du coup, ça, c'est une photo qui date d'hier, inauguration des Archifolies, où là, l'enjeu, c'était plutôt de dire, on prône ça dans les écoles, donc comment on donne une excuse à toutes les écoles de le faire, et de se structurer autour, et en gros, de se jauger, de comprendre ce que chaque établissement est capable de faire autour de ce sujet-là. Donc, c'est dans le parc de la Villette. Donc, nous, on avait commencé en juin dernier, on a fait un enseignement au choix qui durait 5 jours pour faire l'esquisse en juin dernier, fin de 3e année. Donc, on s'est posé la question des matériaux qu'on voulait utiliser, de l'approche qu'on voulait avoir, et puis conception d'une esquisse qui était en maquette. Là, donc à l'époque, c'était 2 cercles en masse, on ne savait pas trop en quoi, puis une toiture en bois. Il y avait une première expo à Malaquais, Bernard Choumi qui venait commenter
sous cette serre par 40 degrés chacun des projets. Heureusement, on était le premier qui voyait, mais je pense que sur le 20e truc, il devait être cuit. Bon. Voilà, donc très vite, ça c'était fin de 3e année en juin dernier. Septembre dernier jusqu'à janvier 2024, on a mené l'étude avec une phase de prototypage aux grands ateliers. Tester un peu cette idée déjà de soubassement en pierre et d'un mur en arc de cercle en ossature bois surmonté d'une toiture. Entre-temps, on mène les études avec le bureau d'études structure, etc. On doit trouver les partenaires, on doit trouver les matériaux, on adapte le projet de fonction, tout ça en un temps record. Celle-là vient dans le mauvais sens. Et donc ça, à côté de ce proto-là, on a fait un proto en parpaing, où tout le monde pensait qu'on allait construire un parpaing, mais c'était plutôt un moyen rapide de tester l'échelle réelle de ces objets-là. Quand on commence le projet, je pense que toutes les équipes, on pensait que c'était tout petit. Et ben, en fait, ça n'était pas du tout. C'était quand même assez haut, et d'autant que ceux qui faisaient le plan guide nous demandaient un plafond commun à 3 et quelques. Et en fait, ça générait des volumes immenses, quoi. Et on a déjà constaté ça à ce moment-là. Ça nous a permis aussi de mettre de l'eau dans notre vin sur nos ambitions sur ce projet-là et de se dire ça va, si on fait plus petit, ce sera pas petit, quoi. Voilà. Après, donc, il y a la préfabrication qui a eu lieu en 5 jours, en janvier, plus 3 jours en avril, dans les ateliers toujours, avec tout qui doit être préfabriqué, rentrer dans un camion. Et ça, c'était le montage en mai dernier, par une météo adorable, avec la pose de pierre, avec un compagnon. Il a mis les collets, très gros, très cher. La toiture, donc là, il est un peu plus beau. Puis voilà le montage. Donc là, moi c'est la première fois que je faisais ça à Clermont-Ferrand. C'est un peu la première fois que Clermont-Ferrand faisait ça. Et en gros, ce qui est utile, c'est justement dans cette idée de pédagogie, c'est de se dire, bon, maintenant, on a fait quelque chose dans un contexte donné. Et en fait, on sait que ça donne plein d'informations sur les temps qu'il faut, sur les personnes qu'il faut, sur l'argent qu'il faut, sur les outils qu'il faut pour faire ce genre d'exercice. Et c'est vraiment un grand pas en avant, je pense, pour toutes les écoles. S'ils veulent refaire quelque chose dans un autre contexte, peut-être moins critiquable que le bio, par exemple, ils ont quand même pas mal d'informations, ils ont des profs peut-être plus compétents, ils ont des étudiantes et étudiants qui peuvent devenir moniteurs et monitrices sur les sujets ou enseignants dans pas longtemps. Donc c'est surtout à ça que ça a servi. Et puis par ailleurs, en fait, en visitant hier, c'est vrai qu'il y a quand même une belle qualité de projet et une grande diversité. Donc moi, je vous incite quand même à aller les voir. Ça, c'était notre pavillon, la pierre du Cantal, la pierre de chez nous, il y a des volcans. Une glace qui couvre dans le massif central. C'était une volonté de travailler avec la ressource locale. C'est l'équipe qui est hyper heureuse. Et puis là, rapidement, ce que je vous disais, le DSA Terre, pour vous montrer une autre déclinaison d'apprendre par le faire. Donc, DSA Terre à Grenoble, je crois que ça a changé, mais à l'époque, c'était une première année de théorie avec plein de modules sur des sujets très variés qui vont de l'architecture à l'étude de la molécule de la matière, les stratégies en projet d'urgence, etc. C'est assez large parce que c'est avec des publics qui peuvent être paléontologues, archi, ou voilà, il y a un peu de tout. Et donc nous, sur la 2e année, il faut faire du stage en mémoire, donc il y a plus court du tout. Et nous avons envoyé en Chine pour accompagner un architecte à monter un labo de terre crue dans son université à Xi'an. C'est la ville qui est proche de l'armée enterrée, ceux qui connaissent. Et donc voilà, il y a tout un travail de les accompagner sur quel matériel il fallait, les former aux tests de terrain et puis aux tests de labo pour caractériser des terres crues. Dessiner avec eux des coffrages et du coup, commander les matériaux et les fabriquer pour fabriquer des prototypes en terre crue. Et après, on est parti dans un village loin de tout, vraiment très très loin de tout, où ils pratiquaient l'idée, mais jusqu'à cette heure-là. Et ils se rendaient compte qu'ils commençaient à construire de nouvelles maisons très pauvres comme zone. Ils commençaient à construire des maisons en parpaing, un peu comme souvent.
À quelle heure? Ah oui, moi j'ai raté mon train. Je vais très vite, bientôt fini. Je crois. Non, j'ai pas du tout bientôt fini. Je vais aller vite. Combien de temps? Maintenant. Et... Bon, ça va être très vite. Voilà, puis là on a confronté un traditionnel avec la pratique plus contemporaine et comment inciter à continuer de faire du pisé. Donc, on a fabriqué un peu chez eux et puis depuis ça a pris et ils reconstruisent tout ce qu'ils font en neuf avec du pisé, mais avec une autre technique et ça avait donné lieu à ce mémoire avec ce montage Photoshop fameux. Et donc je finis par juste des images plus précises. Je voulais faire un focus sur un des festivals sur la Terre crue pour faire le lien. Donc je ne vais pas les commenter, je vais les faire passer. Ça va très vite. Donc la ville des terres. Donc, c'est 500 personnes, matière donnée, je commente en fait. Il y a des merlons de terre foisonnés, des palettes de BTC qui avaient été fabriquées en amont. Du bois, en fait, c'est les bois qui sont issus des scieries, enfin, qui sont, et je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sont hors planche. Je vais vite. Je me rapproche. Okay. Tu veux que je parle plus fort? Hein? Non, non, parce que tu m'entends pas, que tu te rapproches. Voilà, ça c'est la main-d'œuvre. Ça, en gros chantier. Donc à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a plein de choses qui se passent. Alors, il y a en gros quelques personnes, il y a 6 personnes issues des SATER justement qui montrent sur des ateliers à côté un peu ce qu'il est possible de faire. Mais sinon, la plupart de ce qui est proposé est fait de manière instinctive ou sur ce que savent les gens. Là, on a vu la brique du petit pisé, du torchis. Et puis voilà, c'est des formes qui naissent. Avec le bois, on va faire d'autres choses. Différents appareillages, on voit qu'il y a des murs de soudement qui commencent à se créer. Voilà, forcément, c'est des formes motivées. Il y a le dôme, parce qu'il y a un grand dôme à côté, donc je pense que ça inspiré aussi. Et puis, enfin, il y a cet enjeu que les personnes vivent dedans, donc ça crée autre chose encore que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans les écoles, le fait de devoir habiter et d'expérimenter aussi l'usage en fait de ce qu'ils ont conçu et construit. Et ça devient leur lieu de vie pour quelques jours. Ils ne font pas forcément que dormir, évidemment. Ça, c'était des photos de relevé un peu qui avaient été réalisées. Des petits jeux de mots. Terrain de pétanque, évidemment, c'est l'école de Marseille. Qui buvait des Ricard. Je crois qu'ils ont aussi fait un bar à Ricard. Donc c'est rigolo, mais en même temps, ça montre qu'en faisant une ville éphémère, ça crée aussi des usages automotivés. Ça crée des lieux de vie et qui sont vraiment vécus. C'est pas pas des excuses. Ça a l'air d'être Bordeaux. Voilà. Et donc à chaque fois, on documente l'évolution de cette ville éphémère avec un relevé qui se fait en continu. Donc de l'extérieur, ça donne ça, mais vous avez vu, de l'intérieur, ça crée vachement de richesse. Et ça, c'est les images du démontage qui est hyper important, ce que je disais, comment on remet en condition ces matériaux. Et à la fin, voilà, on s'est rendu compte que les merlons de terre qu'on pensait être de la matière étaient aussi devenus du terrain habité. Là, vous avez les palettes de briques. Voilà, ça c'est le festival de cette année. Je vous parlais tout à l'heure, je n'ai pas besoin de le présenter vu que c'est fait. Et ça, c'est si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire depuis une semaine environ. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, sur le festival, en tout cas, il y a Guillaume qui est là. Il lève la main, qui pourra répondre à vos questions. Et je crois qu'il va le présenter par ailleurs. Voilà, je vous remercie. Merci Quentin pour ce partage extrêmement riche. Il y a vraiment beaucoup de différentes choses. Je propose que, je ne sais pas, tu as ton train à quelle heure? 18h30. 18h30, bon, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avant le jury. Donc du coup, je propose à ce que je vous laisse travailler, peut-être, et qu'on passe pas par les questions. Mais seule remarque que j'aurais, regardez, il y a plein de sujets là-dedans aussi qui peuvent servir de sujet pour des mémoires. Je parle ici de réemploi, de la terre. Il y a plein de choses intéressantes, je pense, qui peuvent servir. Bon, je vous laisse
reprendre le travail. Merci, Quentin. Merci à toi. Incroyable. Beaucoup.